Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Bergson et du langage. J'avais déjà fait une vidéo sur Bergson qui portait sur la question du temps, et bien que ces deux thèmes, le temps et le langage, n'aient à première vue aucun rapport l'un avec l'autre, bien on va voir qu'en fait, ils participent tous les deux d'une même conception du monde. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans la vidéo sur le temps. On avait dit que, pour Bergson, la division du temps en unités de mesure objectives constituait une trahison de la nature réelle du temps, la nature réelle du temps, selon Bergson, étant l'expérience de la durée. Autrement dit, pour Bergson, la traduction mathématique du temps va à l'encontre de la perception subjective du temps, puisque pour nous, le temps ne s'écoule pas de manière uniforme, de manière régulière, il ne respecte pas dans son écoulement la régularité et l'uniformité qu'on lui prête en théorie. Selon Bergson, cette mathématisation du temps répond d'abord à un besoin pratique et correspond à la tendance naturelle de l'esprit humain à segmenter la réalité, à la mettre dans des cases pour pouvoir mieux l'appréhender et ainsi organiser notre action. De la même façon, sur la question du langage, Bergson estime que les mots sont d'abord des outils de communication entre les hommes, mais que les mots ont également pour effet de figer la réalité, d'immobiliser une réalité par essence mouvante, évolutive, dynamique. Selon Bergson, ce sont tous nos systèmes de représentation qui figent la réalité. Et en figeant la réalité, l'esprit humain la dénature. Il place un écran entre lui et le monde, et ce faisant, il le trahit. Ainsi pour Bergson, le langage est un outil qui trahit la réalité davantage qu'il ne la restitue. Alors avant de voir ça dans le détail, on va d'abord prendre le temps de faire le point sur le concept de langage. On va prendre le temps de définir ce qu'est le langage en philosophie, et ensuite on reviendra point par point sur chaque élément de cette définition. Le langage peut se définir comme un système de signes permettant l'expression et la communication d'informations. Alors déjà, on va commencer par le terme de communication, parce que vous noterez que la racine de ce mot, c'est commun. La communication, c'est la mise en commun par le langage. Effectivement, partager une langue commune, partager des définitions communes, c'est le seul moyen de pouvoir échanger de l'information avec l'autre. Et donc, dans le prolongement de cette idée, la communication suppose une altérité à laquelle on s'adresse. Il n'y aurait pas de communication possible si nous étions seuls. Parce qu'alors, avec qui communiquerait-on ? Communiquer, ça veut dire faire circuler de l'information entre les individus. Ça suppose un échange, une transmission. Et c'est vrai que la raison d'être du langage, c'est le fait que nous vivions en groupe, c'est le fait que nous vivions en société. Parce que pour pouvoir vivre en groupe, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir échanger des informations. Et donc, la création d'un langage commun apparaît comme une nécessité quasiment vitale pour le groupe. Et c'est d'ailleurs l'une des interprétations qu'on peut faire du mythe biblique de la tour de Babel, cet épisode qui nous raconte comment les hommes se sont fédérés pour construire une tour et ainsi s'élever à Dieu. Les hommes se sont entendus, se sont mis en commun pour tenter de remplacer Dieu. Et c'est ainsi que, pour les en empêcher, Dieu a décidé de les mettre dans l'incapacité de se comprendre. L'incapacité de se comprendre par la distinction entre plusieurs langues, qui allait faire que les hommes ne seraient dorénavant plus en mesure de communiquer, ne seraient dorénavant plus en mesure de s'unir pour égaler Dieu. Donc brouiller les langues, c'est le meilleur moyen d'obtenir la mésentente entre les hommes, puisque si chacun parle sa propre langue, il devient alors impossible d'échanger. On a déjà parfois du mal à communiquer quand on partage la même langue, imaginez ce que ce serait si on avait chacun notre propre langue. Ce serait tout simplement invivable. Donc retenons déjà que le langage suppose une altérité à laquelle on s'adresse et qu'il faut, pour pouvoir échanger de l'information, partager un langage commun. Maintenant se pose la question du type d'information que l'on échange à travers le langage. Qu'est-ce qu'on échange comme information par le langage ? Eh bien on échange d'abord des indications pratiques, mais on échange également des pensées et des sentiments. À l'origine, le langage, il avait une fonction essentiellement pratique. Lorsque le langage est apparu dans la préhistoire, il s'agissait d'imiter le son d'un élément sur lequel on voulait attirer l'attention du groupe. On reproduisait le cri de l'animal que l'on chassait,
ou le cri du prédateur qui menaçait notre vie, c'était une manière d'imiter la nature par le son pour avertir, pour alerter, pour prévenir d'un danger. C'était d'abord ça la fonction du langage, avertir d'un danger ou signifier la présence d'un élément important. Évidemment, le langage s'est ensuite développé, il s'est élaboré, et donc il a pu devenir un moyen de coopération, d'organisation des hommes entre eux. Il allait permettre aux hommes d'être plus efficaces dans la chasse, plus efficaces dans la guerre, dans le travail. Et c'est vrai que si vous prenez n'importe quelle activité de groupe, dans laquelle les membres du groupe visent un objectif commun, bien vous savez que le plus important dans cette situation, c'est de communiquer. Parce que la communication permet l'organisation. Lorsqu'Aristote dit que l'homme est un animal politique, il veut dire que l'homme est un animal qui coopère. Parce que l'homme est conscient qu'à plusieurs, il est plus fort. L'homme est conscient que seul, il aurait beaucoup plus de difficultés à survivre. Donc l'union est un facteur de survie et la coopération permet de renforcer l'union. Et donc c'est là qu'intervient le langage comme outil de coopération, comme outil d'organisation des hommes entre eux. Il y a une autre chose qu'il faut ajouter à propos du langage, c'est que le langage, c'est d'abord une convention. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que les mots qu'on utilise, ils ont été créés par les hommes. Ils ne sont pas présents dans la nature. Les mots sont des constructions humaines, des constructions de l'esprit. Il y a toujours quelque chose d'arbitraire dans le mot. C'est ce qui fait d'ailleurs que si vous vous amusez à répéter 100 fois le même mot, au bout d'un moment, vous aurez l'impression que ce mot n'a aucun sens. Vous aurez l'impression que ce mot n'est plus qu'un son. Et un mot qui n'est plus qu'un son devient un mot absurde, puisque c'est un mot qui est vidé de son sens, vidé de sa raison d'être. Donc le langage est une convention, mais la convention, c'est précisément ce qui permet de convenir, de se mettre d'accord, et c'est principalement ça, la fonction du langage, pouvoir se mettre d'accord. Alors vous allez me dire, le langage ne sert pas seulement à se mettre d'accord. Le langage peut aussi servir à exprimer des oppositions, des divergences, des désaccords. Je disais qu'en plus de pouvoir exprimer des indications pratiques, le langage pouvait servir à exprimer des pensées. Et la différence entre les indications pratiques et la pensée, c'est que la pensée, c'est quelque chose d'abstrait. Même si la pensée a toujours des retombées pratiques. Mais la pensée est abstraite par nature. C'est d'ailleurs ça qui fait la grande différence entre le langage humain et le langage animal, c'est que le langage humain peut servir à exprimer des abstractions. Et donc le langage, lorsqu'il s'applique à la pensée, peut ne pas avoir pour but de s'accorder. On en a la démonstration tous les jours dans les débats télévisés. Le langage est utilisé comme une arme de persuasion, comme une arme de lutte, de combat intellectuel. Et dans ce cas-là, le langage, qui est d'abord un outil de coopération entre les hommes, finit par devenir un outil de division. Mais le fait est que si vous écoutez cette vidéo et que les propos que j'y tiens éveillent en vous certaines pensées, font résonner certaines idées, bien c'est bien la preuve que le langage sert aussi à ça. Le langage sert à articuler la pensée. Parce qu'une pensée sans mots, c'est une pensée qui ne peut pas tenir debout. Le langage sert à exprimer des indications pratiques, il sert à exprimer des pensées, il sert également à exprimer des sentiments ou des émotions. Et là, on va le voir, c'est quelque chose qui pose de nombreuses difficultés. On va voir que ça va poser de nombreux problèmes, mais avant ça, on récapitule. Le langage, c'est donc un système organisé de signes permettant d'établir une communication entre les membres d'un groupe, c'est-à-dire d'échanger de l'information et du sens. Et là, je suis presque sûr que depuis le début de la vidéo, quand je parle de langage, vous pensez immédiatement au langage verbal. C'est normal puisque j'ai moi-même fait porter mes exemples sur ce langage verbal. Mais il se trouve que le langage ne se limite pas aux mots. C'est par abus de langage, justement, qu'on limite le langage au seul langage verbal. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit dans ma définition, j'ai dit le langage, c'est un système de signes. Je n'ai pas dit c'est un système de mots, un système de signes. Mais ça veut dire quoi, un signe ? Bien, il suffit de lire le mot. Un signe, c'est ce qui signifie. Un signe, c'est le véhicule d'une signification. Ce qui veut dire que quand vous faites un signe de la main à quelqu'un pour lui dire bonjour, vous utilisez le langage. Non pas le langage oral, mais le langage gestuel. Vous lui faites un signe, autrement dit, vous lui signifiez quelque chose. Vous lui signifiez votre sympathie. Vous lui signifiez votre joie de le rencontrer.
Et c'est vrai que souvent, le mot signe, on a tendance à l'identifier aux signes gestuels. Mais les mots aussi sont des signes. Ils sont des signes puisqu'ils signifient. Les mots sont des signes, les gestes corporels sont des signes. Donc quand on dit que le langage est un système de signes, on parle de signes oraux ou écrits, les mots, on parle de signes gestuels, mais on peut aussi parler d'autres types de signes. Je vais prendre un exemple. Quand vous êtes en voiture sur la route, il y a au bord de la route des éléments qui sont porteurs de signification, qui sont porteurs d'indications sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Vous voyez très bien de quoi je parle, il s'agit des panneaux de signalisation routière. Bien, les panneaux de signalisation, comme leur nom l'indique, ce sont des signes, parce qu'ils signalent. Et signaler, c'est signifier. Rappelez-vous l'exemple que je donnais tout à l'heure, les hommes de la préhistoire qui imitent le son de la proie ou du prédateur lorsqu'ils sont à la chasse. Si tout à coup, l'un de ces hommes imite le cri du prédateur, c'est un signal. C'est un signal au sens où il doit nous faire réagir. C'est ça un signal, c'est une alerte. Mais un signal, étymologiquement, c'est un signe, c'est-à-dire c'est ce qui signifie. Donc les panneaux de signalisation, ils vous signifient tout un tas de choses. Ils vous signifient qu'il est interdit de stationner à tel endroit, que la vitesse est limitée à 80 km/h, que vous allez passer devant un radar. Donc les panneaux sont des signaux, et en signalant, le panneau signifie. Donc vous voyez que ce qu'on appelle un signe en théorie du langage, c'est très très large. C'est très très large parce que ça va bien au-delà des mots. Les mots signifient, mais les gestes signifient. Les couleurs signifient. Est-ce que vous savez par exemple pourquoi on utilise le rouge pour signifier le danger ? Bien tout simplement parce que le rouge, c'est la couleur que l'être humain perçoit le mieux. C'est celle qui attire le plus son attention. Donc si on veut alerter sur un danger, c'est plutôt pas mal d'employer la couleur la plus visible. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on évite de porter des couleurs vives sur le front de guerre. On va porter des tenues camouflage pour ne pas signaler notre présence. Et d'ailleurs, on peut utiliser cet exemple pour dire que les vêtements aussi sont des signes. Ils sont des signes d'appartenance sociale, d'appartenance communautaire. Notre look, notre façon de nous habiller peut témoigner d'une appartenance à un groupe. Donc là encore, c'est une manière de signifier. Le langage ne se limite pas au langage articulé. La danse est un langage. La manière de conduire est un langage. Toutes ces choses sont porteuses de signification. Donc maintenant qu'on a fait toutes ces précisions utiles sur ce qu'est le langage, on va s'intéresser plus particulièrement à la question du langage chez Bergson. Et donc je précise immédiatement que l'analyse du langage par Bergson va se concentrer exclusivement sur le langage verbal humain, c'est-à-dire sur les mots. Bergson ne va pas s'attarder sur tous les systèmes de signes, parce que lui ce qui l'intéresse, c'est la question du mot, car le mot est en rapport direct avec l'intelligence. Si vous préférez, le mot est une construction de l'esprit. Et ça pour lui, c'est absolument capital, parce que Bergson considère que l'intelligence humaine a tendance à dénaturer la réalité. C'est ce qu'on disait au début de cette vidéo, l'esprit humain a tendance à compartimenter le réel. Il a tendance à le découper pour pouvoir mieux l'appréhender. Et on va voir que c'est exactement ce que nous faisons à travers le langage, à travers les mots. Alors qu'est-ce qu'un mot ? Un mot, c'est un outil de dénomination de la réalité. Le mot micro désigne l'objet que j'utilise pour enregistrer ma vidéo. Le mot écran désigne l'objet que vous utilisez pour regarder cette vidéo. Donc dans tous les cas, le mot est un outil de désignation de la réalité. Mais on est bien d'accord que le mot micro, il ne désigne pas seulement mon micro, il ne désigne pas seulement ce micro-là qui est en face de moi. Il existe des millions de micros qui ne sont pas ce micro, mais qui portent tous le même nom de micro. C'est le principe même du nom commun. Un nom commun, il est commun à plusieurs objets. Il est commun à des centaines, à des milliers, à des millions d'objets qui ont une essence commune. Une essence suffisamment commune en tout cas pour qu'on puisse les regrouper sous le même nom. C'est la différence avec le nom propre, qui est propre à celui ou à celle qui le porte. Et si vous avez la chance de porter un nom qui n'appartient qu'à vous, si vous êtes le seul à porter le nom que vous portez, à ce moment-là, vous avez un vrai nom propre, c'est-à-dire un nom qui vous est propre, un nom dont vous êtes propriétaire. Donc quand on parle de noms communs, qui sont les mots les plus courants de la langue, eh bien on parle de mots qui désignent non pas un objet, mais un ensemble d'objets, une gamme d'objets.
La plupart des mots sont des noms communs, autrement dit, la plupart des mots sont des mots sous lesquels on regroupe une multitude de choses partageant des caractéristiques communes. Ça rejoint le propos que j'avais développé dans ma vidéo qui s'intitule « Je généralise et alors ?», à savoir que par définition, parler, c'est généraliser. Quand on parle, on généralise, puisque quand on parle, on utilise des noms communs, des noms sous lesquels on regroupe des objets multiples, des objets qui ne sont pas identiques les uns aux autres. Et justement, selon Bergson, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'alors ça veut dire qu'on escamote totalement ce qui fait la spécificité de ce dont on parle. Le mot méprise la particularité, il méprise l'unicité de la chose dont je parle. Quand j'emploie le mot arbre, de quel arbre est-ce que je parle? Parce que des arbres, il y en a des millions, et pas un seul de ces arbres n'est identique à un autre. Or le mot ne tient pas compte de ça. C'est pour ça qu'on est obligé de recourir à des adjectifs qualificatifs, pour préciser, pour resserrer davantage autour de l'objet dont on parle. L'adjectif qualifie, l'adjectif précise, parce que si je suis sur un parking et que je dis « regarde la voiture », la personne qui est avec moi, elle va se demander si je me moque pas d'elle. Regarde la voiture, quelle voiture? La voiture rouge, la décapotable. Et chaque mot que je vais ajouter dans ma désignation va permettre de resserrer autour de l'objet que je vise. Bon, vous me direz, on peut aussi la désigner par la marque et le modèle. Mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est que le mot seul ne suffit pas à désigner la chose. Il ne suffit pas à désigner la chose, mais surtout, il ne suffit pas à exprimer la chose. Il ne suffit pas à dire ce que la chose est, ce qu'elle est dans sa singularité, ce qu'elle est dans son unicité, dans son existence propre. Le mot est toujours une approximation des choses. Le mot est toujours une image floue de la chose. Parce qu'à chaque fois que j'utilise un mot, je fais abstraction de la particularité de ce dont je parle. Je fais abstraction de ce qui fait son caractère unique. C'est ça le problème du mot. Le mot efface, le mot gomme la singularité de la chose. Et ça, c'est valable non seulement pour les choses autour de nous, pour les choses concrètes, physiques, mais ça l'est a fortiori pour les sentiments ou les émotions. Je disais tout à l'heure que le langage posait problème du point de vue de l'expression des sentiments et des émotions. Parce que les sentiments sont des phénomènes intérieurs. Donc comment trouver le mot pour désigner quelque chose qui nous est intérieur? Pour désigner quelque chose qui n'est pas visible et qu'il est fondamentalement impossible de connaître avec exactitude. Il n'y a pas plus singulier, il n'y a pas plus individuel comme expérience. L'expérience du sentiment, c'est l'expérience de l'unicité du sentiment. Comment savez-vous que votre tristesse est identique à la tristesse de votre voisin? Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que vous ne savez pas comment votre voisin vit sa tristesse. Vous ne savez pas comment il l'éprouve, comment elle l'affecte, comment elle travaille en lui. Vous ne pouvez pas le savoir. Tout ce que vous pouvez voir, ce sont les signes de cette tristesse. Les signes sur le visage, dans les yeux, dans la façon de marcher. Ça, ce sont des signes du sentiment, ce sont des signes de l'émotion, mais les signes de l'émotion ne sont pas l'émotion. Parce que l'émotion, elle est intérieure. Et en tant que phénomène intérieur, il n'est pas objectivable. Il n'est pas transcriptible par le mot. Et c'est ça le problème du langage. Le langage est limité dans l'expression des phénomènes intérieurs. Et donc je disais, comment savez-vous que votre tristesse est identique à la tristesse de votre voisin? C'est même pire que ça. Comment savez-vous que vous êtes triste? Comment vous savez que ce que vous ressentez, ça porte un nom qui est la tristesse? Comment vous pouvez le savoir? Qu'est-ce qui vous dit que ce mot est fait pour désigner ce que vous éprouvez? Bien vous le savez parce que, depuis que vous êtes né, vous avez emmagasiné des expériences que les gens autour de vous ont qualifiées du nom de tristesse, et que votre mémoire elle a rassemblé sous ce mot ce qu'aujourd'hui vous appelez la tristesse. C'est ça qui fait que vous allez utiliser ce mot. C'est ce regroupement d'expériences ayant des caractéristiques communes et qui vous fait penser que ce que vous éprouvez, ça correspond à ça. Ça rentre dans cette case. Mais sauf que le mot tristesse, il est fondamentalement incapable de traduire la singularité de votre expérience de la tristesse. Et non seulement vous ne pouvez pas savoir si le mot que vous utilisez correspond à un sentiment identique chez les autres, mais en plus, à l'intérieur de vous-même, ce sentiment peut prendre des formes différentes. Il prendra des formes totalement différentes et pourtant il conservera le même nom. Et ça pose problème. Ça pose problème de regrouper sous un même nom des choses différentes. D'autant que les sentiments,
c'est un nuancier. C'est un nuancier de forme, un nuancier d'intensité, de persistance. Un sentiment n'est jamais immobile. Un sentiment n'est pas figé. Le sentiment, il vit. Et donc si le sentiment vit, s'il évolue, eh bien ça veut dire que le mot est inapte à le traduire. Vous avez déjà été en colère. Bon, mais est-ce que votre colère d'avoir perdu contre un débutant à Street Fighter équivaut à votre colère d'avoir été trahi par votre meilleur ami? Et est-ce que la colère d'avoir été trahi par votre meilleur ami se limite seulement à un sentiment unique qui s'appelle la colère? Est-ce que la colère ne se mélange pas à d'autres sentiments? La déception, la compréhension, la révolte. Vous avez mis sous le mot colère un sentiment protéiforme. Et vous l'avez fait parce que vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé d'utiliser des mots imparfaits, des mots imprécis, pour décrire votre expérience et la signifier à autrui. Mais les mots que nous utilisons, ce ne sont que les mots que nous avons déjà entendus et que nous estimons aptes à décrire le moins mal possible ce que nous éprouvons. Les mots que nous utilisons, ils sont le résultat d'un gigantesque bouche à oreille. Donc vous voyez que le problème du langage, c'est tout ce qu'il ne dit pas. C'est tout ce qu'il ne parvient pas à dire. Le mot est incapable de pénétrer la coquille du cœur. Le mot est incapable de percer la surface de toute réalité. Et là, vous voyez arriver le problème, c'est le fameux problème du malentendu. Qu'est-ce qu'un malentendu? Le malentendu, c'est le fait de ne pas arriver à se comprendre. Malentendu, étymologiquement, c'est mal-entendement, autrement dit, mauvaise compréhension. C'est ce qu'on retrouve dans les expressions « ne pas s'entendre avec quelqu'un ». Quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, fondamentalement, ça veut dire qu'on ne se comprend pas. Ou dans l'expression « j'entends bien ». Quand vous dites « j'entends bien », vous ne voulez pas dire « j'ai bien entendu ». Vous ne parlez pas de l'ouïe. « J'entends bien », c'est « je comprends bien ». Et donc il y a malentendu quand il y a mésentente sur le sens d'un mot. Parce qu'un mot peut renvoyer à des choses très différentes. Et parfois le mot ne parvient pas à dire la chose qu'on voudrait dire. Le résultat, c'est une mauvaise compréhension. Ce qui est d'ailleurs un pléonasme, puisqu'une mauvaise compréhension, ce n'est pas une compréhension. Donc le drame du mot, c'est qu'il est incapable de retranscrire la réalité de ce dont il est l'expression. Le mot n'est qu'un signe, il signifie, il informe, il permet de communiquer, de mettre en commun. Mais ce que le mot met en commun, c'est la couche superficielle des choses. Le mot est toujours une photographie superficielle des choses. Une photographie qui permet de savoir comment se comporter, qui permet de savoir comment agir ou réagir. C'est pour ça que lorsque vous arrivez à votre boulot et que vous dites à vos collègues qu'aujourd'hui vous êtes énervé, vos collègues, ils ne vont pas chercher à saisir ce qui fait la singularité émotionnelle de votre énervement. Ils vont se dire, ok, lui, il est énervé, aujourd'hui, je vais lui foutre la paix. Autrement dit, le mot énervement, il aura été le signe, le signifiant, d'une indication pratique. La demande implicite de vous laisser tranquille. C'est ça finalement la véritable fonction du mot lorsqu'on veut exprimer une émotion. C'est de signifier le comportement qu'on attend en retour de cette émotion. Quand vous dites je t'aime à quelqu'un, vous ne cherchez pas seulement à lui transmettre une information. Vous attendez une réciprocité. Vous attendez un sourire, un baiser, ou un moi aussi. Autrement dit, il y a dans l'expression de ce sentiment l'expression de l'attente d'une réaction, d'une certaine réaction. Parce que si votre réaction c'est de dire « ok, j'ai bien pris note », je pense que la personne en face de vous, elle risque d'être un petit peu déçue. Donc même l'expression du sentiment a en réalité une finalité pratique. Et c'est ça que veut nous dire Bergson. C'est que le langage a toujours une destination pratique. Il a toujours un rôle fonctionnel. Et d'ailleurs, il ne peut avoir que ce rôle fonctionnel, parce que de toute façon, il est incapable de pénétrer l'intimité des choses. Donc les mots ne sont que d'innombrables panneaux de signalisation qu'on pose un peu partout dans notre vie. Je vais prendre un autre exemple. Quand vous dites à propos de quelqu'un, lui, c'est un con. Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez la personne et vous la résumez à un terme qui est suffisant pour savoir quelle attitude vous devez avoir vis-à-vis d'elle. Traiter quelqu'un de con, c'est considérer qu'on n'a pas besoin de rentrer dans la complexité de son être. C'est considérer que c'est suffisant. C'est suffisant pour savoir comment on doit se comporter vis-à-vis de cette personne.
Par exemple, vous allez dire « lui c'est un con, je lui parle pas ». Ou « lui c'est un con, ne lui parle pas ». Donc au fond de vous, il y a quelque chose qui sait que cet homme n'est pas juste un con. C'est peut-être même quelqu'un de charmant dans certains contextes. Et vous le savez. Vous le savez, mais à ce moment-là, ce n'est pas dans votre intérêt d'en avoir conscience. Ça n'est pas utile d'en avoir conscience. Vous savez que c'est un être qui est fait de sentiments, d'émotions, de doutes, comme vous. C'est quelqu'un qui est fondamentalement irréductible à ce qualificatif. Mais sauf que vous, à ce moment-là, sa complexité, vous n'en avez rien à foutre. C'est pas votre problème. Votre problème, c'est qu'il vous emmerde pas. Donc vous allez lui fabriquer une petite étiquette que vous allez lui coller sur le front pour savoir comment vous comporter avec lui. Et tant pis si cette étiquette trahit la complexité de la personne. Tant pis si vous passez à côté de toutes ses qualités et de tous les autres éléments de sa personnalité. Tant pis si le mot trahit la réalité. Parce qu'à ce moment-là, vous échangez la nuance contre le positionnement. Quand on est toujours dans la nuance, on ne se positionne jamais. Parce qu'on peut toujours trouver de la complexité dans tout. Dire de quelqu'un « c'est un con », c'est faire le sacrifice de la nuance pour obtenir un débouché pratique. C'est faire le sacrifice de la nuance pour savoir comment agir. Or, nous dit Bergson, le mot a toujours pour but d'agir. Le mot a toujours un débouché pratique. On ne parle pas pour dire des choses, on parle pour faire savoir des choses. Et ça, c'est très différent. Le mot ne dit pas « il signifie ». Et ce qu'il signifie, il ne le dit pas. On peut parler beaucoup mais ne pas dire grand-chose. On peut aussi dire sans vouloir dire. Donc parler, ce n'est pas dire, et dire, ce n'est pas parler. On peut dire énormément avec un silence. Comme on peut dire le néant avec un flot de paroles. Parler n'implique pas nécessairement de dire, ni dire de parler. Quand on parle beaucoup, indépendamment de ce dont on parle, on dit quelque chose. On dit qu'on a besoin de parler, qu'on a besoin d'extérioriser, d'être écouté, d'occuper un espace d'attention. Et ça, c'est l'implicite du langage. Le propre du langage, c'est donc de mettre dans des cases. On met dans des cases, on colle des étiquettes, parce qu'une étiquette, c'est peut-être pas très respectueux de la chose qu'on étiquette, mais c'est quand même bien pratique quand on a besoin de la désigner. Et là, je voudrais vous lire un très court extrait d'un texte de Bergson, où il parle de cette caractéristique du langage. Je cite « Instrument de l'intelligence, le langage représente un ensemble de signes verbaux ne notant des choses que leur aspect le plus commun et le plus banal, soit des signes fixant et figeant ce qui change et varie. Or, les signes linguistiques ne sont que des étiquettes collées sur les choses. Les mots désignent des genres, des idées générales correspondant à un groupe d'êtres présentant des caractères communs. Mais ils ne peuvent exprimer ni le réel objectif, ni notre psychisme profond. Comme l'intelligence, ce sont des instruments d'action. » L'évolution du langage depuis la préhistoire a fait que le langage s'est affiné avec le temps. Et c'est normal, plus on maîtrise un langage, plus on peut travailler à le rendre précis, à le complexifier. L'histoire du langage, c'est l'histoire de la complexification du langage. Au début, un son pour imiter la proie, à la fin, des mots si rarement utilisés que vous ne les entendrez peut-être jamais de votre vie. Un mot rare, c'est un mot dont l'intérêt pratique au quotidien n'est pas suffisamment important pour qu'il se diffuse. Et c'est justement le travail des écrivains, des hommes de lettres, de les maintenir en vie. La nature du réel, nous dit Bergson, c'est d'être mouvant, c'est d'être en transformation perpétuelle. Autrement dit, à chaque fois que vous désignez quelque chose ou quelqu'un par un mot, vous lui interdisez de suivre son destin naturel, qui est de ne jamais être identique à lui-même. On dit souvent « les paroles s'envolent, les écrits restent ». C'est totalement faux. Les paroles ne s'envolent pas. Elles ne s'envolent jamais. Les paroles gravent. Elles se gravent. Les paroles marquent de manière indélébile. Le grain de la voix qui nous parle, il ne disparaît jamais. Rien n'est plus profondément intense qu'une parole prononcée et entendue. Rien n'est plus pénétrant qu'un mot qui nous est adressé et qui nous traverse. L'écrit est réfléchi, l'écrit est pensé. La parole est une éruption. La parole est un coup de tonnerre. Les mots qui sortent de notre bouche, les mots que nous prononçons,
ne sont pas de simples mots. Ils sont la pointe avec laquelle nous sculptons le monde. Ils sont la pointe avec laquelle nous façonnons le monde. Alors, faisons en sorte que nos paroles soient plus que des étiquettes. Faisons en sorte que nos paroles soient plus que des mots. Faisons en sorte que nos paroles soient une œuvre d'art. Faisons en sorte que nos paroles soient un chef-d'œuvre. Je vous remercie.